toute l'euphorie autour des meme coins. Il n'y aura pas la place pour 50 000 meme coins demain. Quand tu arrives en 2018 et que la demande s'est effondrée, j'imagine, du jour au lendemain, comment vous l'avez vécu Les bear market, l'avantage, c'est que quand on a déjà vécu tu connais un peu la musique. 2016, début 2017, quand on avait les premières machines de test, tu pouvais faire un Ether en quelques jours, quoi. On était une petite boîte, donc on a fait très vite le premier million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Déjà, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Thibaut, salut, bienvenue sur Crypto Coulisses. Salut Gary, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors on m'a un peu décrit, on m'a dit que tu étais un peu l'homme de l'ombre d'Owen aka Asher. On va parler aujourd'hui des sociétés que vous avez ensemble, donc il y a Meria, mais pas que. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Ouais, écoute, je m'appelle Thibaut Boutroux, du coup j'ai 28 ans, actif dans l'écosystème crypto depuis 2016-2017, très engagé depuis 2017 avec la création de Just Mining, du coup à l'époque qui est devenu Meria, donc avec Laurent et Owen qui est beaucoup plus connu que Laurent et moi. Et voilà, donc moi je viens à la base de l'incubation. J'ai commencé dans l'incubation. J'ai fait mes classes là, c'est là que j'ai découvert la tech, c'est là que j'ai découvert les cryptos et Bitcoin, c'est là que j'ai rencontré également Owen, et puis la transition s'est fait assez naturellement sur la partie crypto. Ok, comment vous êtes rencontré avec Owen? Tu me disais qu'en gros, donc Owen il travaille avec donc Laurent, qui est son meilleur ami d'enfance. C'est ça, en fait, Laurent est le meilleur ami d'enfance d'Owen. Owen a découvert les cryptos 2015-2016 dans ces eaux-là. Il a commencé à passer beaucoup de temps dessus. Et en fait, moi, j'étais dans un incubateur dans lequel il y avait le frère d'Owen, qui est William, qui fait une société qui s'appelle Vivoca, qui est spécialisée en reconnaissance vocale, intelligence artificielle, qui sont à l'origine du projet TADA, que peut-être vous avez entendu parler. Et donc, moi, j'étais dans cet incubateur-là. Owen venait régulièrement voir son frère. On s'est rencontrés comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il parlait déjà de Bitcoin avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis, il a matérialisé une idée de projet qu'il est venu structurer en fait dans cet incubateur. Ce projet, c'était Just Mining. Et donc, moi, au début, je l'ai suivi un petit peu de l'extérieur. Et quand ça s'est concrétisé, en fait, quand c'est passé de l'état de projet à l'état d'entreprise, il avait besoin de s'entourer. Donc, il a fait monter son meilleur ami d'enfance de Corse, Laurent. Et moi, je l'ai rejoint également à ce moment-là. Donc l'idée mûrit vraiment d'Owen, et après on a l'entreprise s'est vraiment créée avec nous trois, plus l'appui du frère d'Owen sur le plan technique, parce qu'à la base, Laurent et moi, on n'a pas forcément une casquette technique, ce que William, du coup, avait avec ses associés chez Vivoca, donc eux, ils nous ont appuyé beaucoup au début sur le plan technique. Voilà comment c'est parti, en fait. Ok, et donc c'est un incubateur qui était à Metz C'est un incubateur qui était à Metz, qui s'appelait Synergie à l'époque. Un mec qui s'appelle Michel Onfray, donc rien à voir avec le philosophe. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais en études, il intervenait à l'école où j'étais, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en fait sur le domaine de la tech à ce moment-là, et puis voilà, ça s'est fait comme ça après naturellement. Ok, alors je trouve ça marrant, tu vas revenir un peu sur le contexte, parce que donc, tu parlais de 2015 à peu près, donc 2015-2016 quand Just Mining s'est créé. Alors Just Mining, ça s'est créé en 2017, vraiment la création de la société c'est mai 2017, d'ailleurs là au moment où on tourne on n'est pas loin de la date d'anniversaire, tu vois. Et le projet, Owen a commencé vraiment à le mûrir dans sa tête, on va dire entre septembre et décembre de l'année 2016, et donc il avait découvert les cryptos un peu après, et moi j'avais découvert les cryptos je pense mi-2016, quelque chose comme ça. Dans l'incubateur, on a vu un premier projet qui parlait un peu crypto, alors sous un angle très tech, donc moi n'étant pas tech, il y a des trucs que j'avais pas trop saisi, et puis après c'est surtout quand Owen est venu et qu'il en parlait beaucoup que là j'ai un peu plus creusé. C'était pas forcément évident au début, parce que trouver de la documentation vulgarisée en français, à ce moment-là il y en avait peu, en anglais il y en avait un petit peu mais il y en avait pas non plus beaucoup, et donc si t'avais pas une casquette tech, c'était assez difficile de s'y retrouver. Nous, la chance qu'on avait du coup, c'est qu'il y avait tous ces mecs là autour de nous qui étaient un peu plus tech, qui comprenaient un peu le sujet, qui nous baquaient un petit peu quand on comprenait pas trop, et puis après l'apprentissage s'est fait naturellement au fil des années, mais on a vraiment appris sur le terrain pour le coup du coup. Ok, donc 2016 vous commencez à acheter vos premières cryptos, donc assez précurseur, parce que pour donner le contexte, le bull market de 2017 a vraiment commencé, on va dire seconde moitié 2017, c'est là où il y a vraiment eu la grosse hype, mais 2016... en fait, nous, quand on a fondé la structure, du coup, mi-2017, on a commencé, donc à l'époque, on faisait du mining, donc on vendait des machines de minage pour les particuliers. On a commercialisé les premières machines, on les a vendues donc, au moment de la création, donc autour de mai de l'année 2017. On les a livrées, les premières, en septembre, et en fait, le marché s'est emballé vraiment juste après, quoi. Il a commencé à monter toute l'année 2017, on a été sur une courbe progressive, et après c'est vraiment sur décembre 2017 où là ça s'est emballé fort, où il y a eu toute l'euphorie
médiatique. D'ailleurs, moi, ce bull run-là, je l'appelle le bull run médiatique parce que pour moi, c'est la première fois où on a vraiment vu Bitcoin sur des médias de grande écoute. On a commencé à le voir au JT de TF1, ce genre de choses. Alors, avec un angle plus ou moins bien abordé, mais en tout cas, c'est vraiment là que il y a beaucoup de gens qui ont découvert les cryptos pour la première fois à ce moment-là. Et nous, du coup, un tout petit peu avant, alors pas forcément pas grande conviction au départ, hein, c'est vraiment le hasard aussi qui nous a mis là. Il y a eu un mélange de beaucoup de chance sur le time to market et puis après beaucoup de travail qui a fait que finalement ça a fonctionné parce qu'on a vu beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens arriver à ce moment-là, beaucoup qui sont pas restés, beaucoup qui ont perduré aussi, donc c'est aussi cool parce qu'en commençant à ce moment-là, du coup il y a plein de gens qui sont encore là aujourd'hui. On a commencé à côté d'eux quand ils étaient aussi tout petits, on a grandi en même temps, donc ça c'est hyper cool quand tu te retrouves sur des events aujourd'hui où il y a plein de monde, où tu vois qu'on fait partie des boîtes qui ont un peu plus le plus d'historique et qu'on se dit putain on vient quand même de loin, c'est quand même super cool ça comme histoire. Ouais, clairement. Et alors pour revenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant Just Mining c'est devenu Meria, c'est ça. Vous faites rien à voir avec ce que faisait Just Mining au début. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc au début comment ça s'est passé, tu vois, pour vous vendiez donc du matériel de mining en particulier. Où est-ce que vous sourciez ce matériel? Comment vous avez réussi à faire l'acquisition? Est-ce que c'est grâce à la chaîne d'Owen qui s'appelle toujours Asher, hein? C'est ça. Est-ce que c'est comme ça? C'est vraiment le premier canal d'acquisition? L'idée, de toute façon, déjà vient de la chaîne là, hein, parce que du coup, Owen Asher existe depuis avant Just Mining. Donc Owen faisait déjà des vidéos pour vulgariser un peu le sujet. Ça a été le premier en français, je crois, à le faire. Depuis 2016, du coup. Ouais, il a commencé. Alors il faisait déjà un peu des vidéos en 2016, mais sur des trucs un petit peu à la con, entre guillemets, sur les paris sportifs ou sur plein de tips sur Internet pour gagner de l'argent ou faire des trucs comme ça. Il a commencé à parler un peu de crypto. Quand il a commencé à parler de crypto, il a mis tout le reste de côté. Il a parlé vraiment plus que ça. L'idée de base, c'était vraiment de trouver d'autres gens que lui qui en parlaient pour pouvoir continuer à creuser le sujet parce que il trouvait personne en fait à qui en parler autour de lui. Donc ça, c'est vraiment parti de ça la chaîne Asher. Et donc voilà, donc il a présenté plein de choses sur sa chaîne et il a notamment parlé beaucoup de mining au début parce que à cette époque-là, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, quand tu rentrais dans les cryptos, ta porte d'entrée c'était Bitcoin et uniquement Bitcoin. Les NFT ça n'existait pas, la DeFi ça n'existait pas, en tout cas c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Donc les gens rentraient dans les cryptos uniquement par Bitcoin. Donc on t'expliquait ce que c'était Bitcoin, on t'expliquait comment fonctionnait Bitcoin et donc très rapidement on t'expliquait ce que c'était le minage. On est sur vraiment un nouveau secteur d'activité qui est très qui est très abstrait pour la plupart des gens et en fait du coup quand tu leur expliques, ils comprennent pas bien. Et quand tu leur expliques le mining, c'est sur quelque chose de très tangible, avec du matériel informatique, avec de la puissance informatique. Ça, c'est des choses qu'ils comprennent, sur lesquelles ils arrivent à se raccrocher. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient au mining de là parce qu'ils disaient, ok, bon, les cryptos, je comprends pas trop. Par contre, le mining, ça, c'est quelque chose qui me parle. Avoir une machine physiquement, je comprends. Et si les cryptos, ça se passe pas bien, je comprends la valeur d'avoir du hardware chez moi. Donc ça part aussi un petit peu de ce raisonnement-là. Et donc quand il parlait de mining un petit peu sur la chaîne, il disait c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc beaucoup plus simple que ce qui existe aujourd'hui. Et en fait c'est par les commentaires et par les interactions avec les gens qui les suivaient qui disaient mais pourquoi en fait toi tu le fais pas tout simplement, t'as l'air de connaître le sujet, t'as l'air de savoir où il faut se fournir, t'as l'air d'avoir des gens autour de toi. Et puis il s'est dit, il a été voir son frère, il a dit si j'arrive à vendre des machines comme ça, toi tu sais les faire? Et à ce moment-là il dit ouais, enfin c'est pas, faut qu'on se pose un peu dessus, mais globalement c'est pas si compliqué que ça par rapport au bagage technique qu'on a nous, donc écoute, si tu trouves le matériel et que tu es capable de vendre, nous on est capable après de te monter. Donc ils nous ont monté les premières machines et puis après on a appris qui ça du coup, pardon donc William et puis les associés de William qui étaient sur la partie VOCA, qui eux sont des épithèques en fait, si tu veux, donc une casquette beaucoup plus tech. Ils vous ont aidé en plus de leur projet, quoi. Exactement, en parallèle de leur projet. Donc ça s'est matérialisé comme ça au début, puis après on a appris à le faire nous et puis c'est parti comme ça. Mais du coup, c'est pas des machines que vous achetiez, que vous revendiez, c'est vraiment des machines un peu homemade au début. Ouais, c'était des. Alors nous, au début, on faisait pas d'ASIC, on en a fait un peu après, donc on faisait vraiment des machines par GPU. Donc ouais, on achetait tous les composants de manière séparée. On les assemblait en France, du coup, on assemblait tout à Florange. On faisait notre soft qu'on mettait chez nous. Le soft, il te permettait quoi? En gros, il permettait de lancer le minage. Et en fait, la machine était livrée chez les particuliers. Il branchait sur Internet et électricité. Il appuyait sur on. La machine, elle tournait toute seule. Et après, il avait une interface web sur laquelle les cryptos qu'il allait miner, elles étaient affichées sur cette interface-là. Il pouvait directement les changer en euros et tout. Et c'était ça le vrai... Le vrai changement à ce moment-là, c'était vraiment, on a été un des premiers en plus au monde à avoir vraiment cette approche de dire le but c'est vraiment que monsieur et madame tout le monde puissent miner chez eux
et que s'il comprend pas ce que c'est les cryptos, il s'embête pas avec les cryptos, il peut directement faire un change en euros quand il reçoit ses cryptos et demander un virement sur son compte en banque. C'était vraiment ça l'idée de base. Alors après, ça a été plus ou moins simple en fonction de la réglementation, de ce que tu peux faire ou pas faire, même si à ce moment-là, la réglementation n'existait pas trop. Mais en gros, c'est vraiment parti là. Ok. D'ailleurs, est-ce que pour l'audience, tu peux rappeler ce que c'est la différence entre ASIC, ASIC c'est GPU Ouais, bah alors des ASIC, en gros, c'est un matériel qui est vraiment dédié au minage de Bitcoin. C'est une espèce d'évolution du hardware pour l'optimiser toujours plus jusqu'à avoir en fait uniquement dans une machine les composants qui te servent au minage, parce qu'au départ tu pouvais miner du Bitcoin avec un laptop ou avec un PC classique, mais en fait tu te rends compte que dans toute l'architecture là, bah, tu as plein de composants qui vont te consommer un peu d'énergie, qui vont te consommer plein de choses et qui sont pas nécessaires en fait dans l'activité de minage. Donc en fait on a retiré progressivement d'abord les écrans, puis après d'autres choses, et puis au final on a gardé vraiment que les puces qui permettaient de faire le minage. Et donc il y a des ASIC, donc des sociétés qui sont spécialisées sur la fabrication d'ASIC qui font que ça. Donc ça c'est un peu plus vieux déjà. Je crois que les premiers ASIC on doit les avoir autour de 2012-2013, quelque chose comme ça déjà. Donc ça a été assez vite dans l'optimisation. Par contre là, le progrès qui a été fait sur les ASIC entre ceux qu'il y a aujourd'hui et ceux qu'il y avait en 2016, c'est colossal, parce qu'aujourd'hui on produit, je sais pas, mais c'est de l'ordre de 10 fois ou 100 fois plus, et on consomme pas beaucoup plus que ce qu'on consommait avant. Donc ok. En tout cas, il y a eu une grosse efficacité énergétique qui a été mise en place sur les ASIC. Et donc, on en a fait un petit peu après des ASIC pour faire du Bitcoin. Mais au départ, c'était vraiment les GPU, parce que la GPU avait la vertu de tous les composants soient un peu interchangeables. C'est-à-dire que si demain tu veux plus miner, tu peux sortir les composants, tu peux les revendre de manière indépendante. Si tu veux utiliser la GPU pour faire autre chose, tu peux faire autre chose avec ta GPU. Donc c'était aussi un petit peu ça qu'on vendait, c'était de dire si demain tu peux plus faire de mining, avec ta machine tu peux faire autre chose, elle a une valeur intrinsèque, quoi. Ok, et surtout tu n'es pas obligé de miner que du Bitcoin, tu peux miner d'autres cryptos. Sur les ASIC, les ASIC sont vraiment dédiés sur sur les ASIC, parce que les ASIC c'est que crypto, c'est que Bitcoin, alors que GPU tu peux faire alors GPU tu pouvais faire plusieurs choses. Après en fonction des blockchains, c'est pas forcément le même type de GPU qui est performant, donc après tu peux en faire d'autres mais qui sont pas forcément aussi performants. Globalement c'était majoritairement Ether classique. Après il y a eu un petit peu d'autres choses, du Ravencoin et des choses comme ça, des trucs un peu plus exotiques qui ont plus ou moins fonctionné, quoi. Cool. Et alors pour venir un peu sur cette activité, donc vous produisiez en flux tendu ou vous aviez du stock? Parce qu'en gros ma question c'est, quand tu arrives en 2018 et que la demande s'est effondrée, j'imagine, du jour au lendemain, comment vous l'avez vécu? Ouais, alors nous on a coupé les ventes début 2018 avant que ça s'effondre, parce que de toute manière on avait tellement de demandes qu'on n'était pas capable de suivre en prod. D'accord. On montait des machines pendant la nuit, on les envoyait la journée. Enfin c'était un rythme qui était un peu bizarre, et on s'est dit oula, le prix des composants s'envolait, donc les machines que tu vendais à un moment donné, je sais plus les ordres de grandeur, mais peut-être 1500 ou 2000 euros. Maintenant, tu étais obligé de les vendre 4000 parce que les composants coûtaient 3 fois plus cher. Ils étaient aussi beaucoup plus compliqués à trouver, puisque tu pouvais appeler n'importe quel fournisseur, plus personne n'avait de GPU, ou alors ils les vendaient super cher. Donc dès qu'on en avait, on rachetait tout ce qu'on pouvait, mais c'était devenu un peu une galère. Et donc c'est là aussi où tu voyais que le mining c'était une composition de plein de métiers différents. T'avais le côté logistique qui était très complexe, t'avais le côté central d'achat, en plus après t'avais toute la partie que tu devais gérer avec le support client et tout, plus la partie crypto qu'il fallait expliquer aux clients. Donc c'était vraiment plein de choses qu'on se rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur. Et d'ailleurs nous les trucs les plus chiants qu'on a eu, c'est sur ces trucs là, sur la partie logistique. Quand t'as une machine qui arrive et que tu l'envoies chez le client et le livreur il a joué au foot avec, et la machine elle est détruite, donc après tu dois refaire des allers-retours. Après en fait quand tu fais avec des particuliers, il y en a, tu leur expliques, tu as tout un petit livret d'utilisation pour mettre la machine dans des bonnes conditions, parce que c'est des machines, si tu les mets sous un bureau avec un drap dessus, etc., elle va trop chauffer, elle va pas fonctionner correctement. C'est des machines, c'est des ordi, si tu les mets à l'extérieur ça fonctionne pas. On a eu ça, on a eu un mec qui a mis sa machine dans son jardin parce qu'elle faisait trop de bruit et il pleuvait, après il dit elle marche plus. Je comprends qu'elle marche plus. Donc t'as eu un petit peu de tout, mais c'est la faute de la pluie. Donc on a découvert plein de nouveaux métiers. Alors des trucs intéressants, des trucs un peu plus chiants, mais c'était cool. Ok. Alors mais du coup 2018, donc vous commencez à stopper donc de recevoir des commandes. Début 2018. Alors il y a eu un gros pic de demandes. Après naturellement quand le marché s'est effondré, on a eu beaucoup moins. Il y en avait quand même toujours un petit peu. D'où l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était une petite boîte, donc on a fait très vite le premier million d'euros de chiffre d'affaires. En moins de 6 mois, on avait fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Après à fin 2017 ou même avant Fin 2017, déjà. Okay. Ouais. Et
Et quel bénéfice, pardon, enfin, est-ce que c'est public ou pas, mais en gros, vous margiez à combien? Alors, c'est pas public, mais j'ai plus l'ordre de grandeur, mais ça doit être de l'ordre de 30% à peu près. C'était à peu près ça, la marge qu'on avait sur la machine. Ouais. Après, c'est délicat parce que comme tu avais beaucoup de logistique, de retour, etc. Ouais. Ça, j'ai pas globalement le poids que ça pèse dans la balance, mais globalement, on était sur cet ordre de grandeur-là. Et ouais, donc après 2018 ça se calme beaucoup, très fortement. Et donc moins de demandes. L'avantage qu'on avait, c'est que nous on était même pas à Metz, on était à Florange là, donc c'est une petite ville juste à côté de Metz, où tu as les Air Liquide, ArcelorMittal, tous ces grandes usines là. Mais du coup les locaux coûtaient pas cher. On devait être 4 ou 5 à ce moment-là. Donc, si tu veux, on se payait quasiment pas, donc on n'avait pas de charge en fait. Oui. Donc, si tu veux, ça tournait là. On avait gagné de l'argent. Cet argent-là, on l'avait pas dépensé bêtement. Donc, en fait, on avait un matelas. Donc, en fait, ça nous a permis de tenir la période qui était un peu plus compliquée. Là où justement, on a vu plein de gens émerger qui n'ont pas tenu parce que ils n'avaient pas forcément fait les réserves qu'il fallait. Et puis voilà. Après, le marché a repris petit à petit. Le fait de tenir les crises. En fait, ça te légitime et ça te crédibilise beaucoup aussi. Parce que nous, quand on est sortis, ils n'arriveront pas à livrer. Après, mais bien Market, ils vont mourir. Ils ont tenu finalement. Et en fait, à force de passer des étapes, t'es de plus en plus crédible. Et puis après, les gens te font un peu plus confiance. On avait la chance aussi d'avoir un petit peu d'exposition et de visibilité de par le biais d'Owen. Donc du coup, on arrivait aussi à faire un peu entendre notre voix. Donc on a beaucoup de gens qui suivaient ce qu'on faisait, et donc tu arrivais toujours à avoir une traction un petit peu naturelle sur le marché. Donc si tu veux, on arrivait à maintenir un cycle de vente suffisamment costaud pour pouvoir développer tranquillement, quoi. Et alors 2018, du coup, vous avez fait quoi pendant toute cette année, sachant que ça a été vraiment une année de bear market où les prix se sont effondrés. Ouais. On a continué quand même à mener. En fait, ces périodes-là, on commençait déjà à avoir quand même des convictions beaucoup plus fortes sur les cryptos. Donc on se disait, c'est un marché cyclique, ça reviendra. L'avantage de miner pendant ces périodes-là, c'est qu'effectivement, ton minage à l'instant T, il vaut moins. Par contre, en termes de quantité, tu mines beaucoup plus. Donc c'est pas déconnant c'est un investissement, de miner maintenant. Donc c'est ce message-là qu'on essaie de faire passer à nos clients et à nos prospects. Et puis certains l'entendaient, d'autres pas forcément. Malheureusement, comme aujourd'hui, quand le Bitcoin est à 70, tout le monde se rit dessus. Et puis quand il corrige, tout le monde, personne en veut. Donc ça, c'était exactement à peu près le même mécanisme sur les machines. Ouais. Et puis voilà, puis on a commencé nous à continuer à creuser, à se diversifier un petit peu. On a commencé les masternodes en 2018, donc on a commencé à opérer des nœuds en 2018. Cette belle époque des masternodes, je m'en souviens. J'ai un pote qui m'en parlait tout le temps. C'était magnifique. Il y a plus beaucoup de projets qui existent encore de cette époque-là. Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'est les masternodes les masternodes, du coup, c'est l'émergence du proof of stake. Donc c'est une manière un petit peu différente d'aborder la validation des blocs, on va dire, si on veut le faire très très simplement, qui substitue la partie hardware. Donc il y a la vertu entre guillemets d'être moins énergivore, même si le débat énergétique est beaucoup plus compliqué que ça sur Bitcoin. Et du coup, donc, tu n'as pas cette contrainte matérielle. Tu as aussi, ce qui était intéressant d'un point de vue investissement, c'est que tu as aussi beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire que tu as un collatéral ce qu'on appelle une caution. Aujourd'hui, quand on fait du stacking, ça n'existe plus, ça. Mais à l'époque, tu devais mettre en jeu, donc c'est pour ça que ça s'appelle preuve d'enjeu, tu devais mettre en jeu une quantité de tokens qui était comme une caution, et en contrepartie, tu allais toucher des intérêts. Donc ça, c'est le même mécanisme qu'on a sur le stacking. Mais ce qui était intéressant, c'est que tu pouvais à tout moment récupérer cette quantité de tokens. Alors tu avais des délais ce qu'on appelait les délais de staking qui sont plus ou moins longs pour casser le nœud, mais du coup c'était intéressant d'un point de vue investisseur, parce que du coup tu pouvais dire si tu rentres maintenant et que dans 3 mois tu as envie de sortir, tu peux sortir, alors que sur le mining tu as acheté ton matériel X euros, tant qu'il n'est pas amorti, tu continues à miner pour amortir, donc c'est pas évident. Et puis en plus on était dans un contexte où l'électricité coûte un peu cher en France, donc pour du particulier miner c'était délicat. À 23 centimes le kilowattheure à l'époque, je sais pas c'est à combien aujourd'hui, mais à 23 centimes le kilowattheure à l'époque en France en moyenne, miner c'était plus très rentable, en tout cas c'était plus compliqué. Alors tu as plein de gens en France qui ont des dispositions particulières, qui arrivent à avoir des électricité moins chères, mais c'est quand même pas l'idéal comme territoire pour faire du mining. Donc voilà, donc on a commencé à se développer sur d'autres sujets, donc comme les masternodes, à faire aussi un peu d'achat-vente, etc. En propre pour vous-même, pas un service que vous proposiez. Écoute, j'ai pas la date à laquelle on l'a fait, mais je crois que ça doit être
ça doit être à peu près Q3 2018 où on a commencé à mettre des masternodes publiquement pour les clients. Ouais. D'accord. Et pareil, en fait, avec l'idée de la même approche, c'est-à-dire de dire ok, les masternodes c'est trop, on trouve ça trop cool. Il y a des choses hyper intéressantes à faire et en même temps, à ce moment-là, personne sait vraiment c'est quoi et monter, maintenir un nœud, même si c'est pas le truc le plus compliqué, c'est pas non plus à la portée de tous. Et donc nous, l'idée c'est de dire on va faire comme on a fait avec le mining. En fait, on va le mettre à disposition de monsieur tout le monde. On va toute la partie technique, toute la partie opération, on va le faire nous. Et la personne, elle aura juste son nœud qui sera sur Just Mining et puis il pourra juste récupérer ses rewards, les échanger contre. Voilà, il va récupérer du Dash, il va récupérer du Horizon, il va l'échanger contre du Bitcoin, contre de l'euro, etc. Donc c'était vraiment la même proposition de valeur in fine, si tu veux, mais sur un support différent. Ouais. En gros, c'est un peu du stacking, un peu comme du stacking, mais c'était pas encore du stacking. C'est ça. C'est le stacking est un petit peu l'évolution des masternodes. On va dire que c'est des masternodes avec des conditions un peu plus flexibles. Okay. Alors, je le dis avec des grosses guillemets parce que c'est pas tout à fait juste, mais si on veut le vulgariser. Ouais. Et donc 2018, vous vendez quand même quelques machines, vous continuez. Ouais, on a continué en vendre des machines jusque on a arrêté d'en commercialiser fin 2019, début 2020, en gros. Ok. Donc parce que ça devenait de moins en moins. Pour différentes raisons. La première, c'est que du coup, on faisait à la fois le proof of work sur la partie mining et à la fois le proof of stake sur la partie masternode stacking. On montait en volume et en compétences sur les deux sujets. Et à un moment donné, le marché était en train de se structurer. Il y avait une réglementation qui commençait à voir le jour. C'est deux métiers qui sont totalement différents. Donc à un moment donné, si tu veux rester dans ton bureau à Florange à 5 bonhommes et faire un truc artisanal pour toi, pour t'amuser, tu peux toucher un petit peu à tout. Si ton ambition c'est de faire un truc un petit peu plus gros et de te développer, tu peux pas adresser tous les métiers en même temps parce qu'en fait faire du mining ou faire du proof of stake c'est des compétences humaines différentes, c'est toute une géographie différente aussi. Enfin, c'est vraiment plein de choses qui sont très différentes et donc si tu veux, il faut faire un choix à un moment donné. Donc on a fait ce choix nous par rapport aux compétences qu'on avait à ce moment-là de se diriger plutôt vers le proof of stake. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas de conviction sur le proof of work ou autre, mais en tout cas par rapport à ce qu'on avait, tu vois, notamment les sujets de logistique pour faire du proof of work. À ce moment-là, il fallait avoir déjà de la présence en Asie pour être proche des fournisseurs. Il fallait être capable de gérer des data centers ou de trouver l'électricité en Islande, au Canada ou dans des zones plus exotiques. Ça, on savait clairement pas bien faire. Donc il y en a d'autres qui le faisaient déjà bien, qui n'étaient pas forcément très connus, mais qui le faisaient déjà bien. Et donc du coup, on a arrêté de le faire sous cet angle-là. Et en plus, à ce moment-là, nous, là où on était bon et là où on avait une vraie compétence, c'était sur la vulgarisation et sur mettre ça entre les mains de monsieur tout le monde. Et le mining prenait une direction beaucoup plus industrielle où au final, le mining pour les particuliers, à part avec des systèmes de hosting, ça se fait plus trop. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu regardes les gros mineurs, c'est pas forcément des sociétés qui sont très connus, qui sont très populaires, parce qu'en fait ils n'ont pas besoin de toucher monsieur tout le monde. Leurs clients c'est des gros fonds ou des gros investisseurs, c'est à coût de centaines de milliers ou de millions d'euros, donc tu réduis quand même ta cible. Et donc c'est pas forcément ce qu'on savait faire à cette époque-là, donc on a pris l'autre direction et puis voilà, après on s'est focalisé sur ça et on s'est très spécialisé et aujourd'hui on en a fait notre cœur de métier, quoi. Ouais, donc d'où le rebranding de Just Mining. D'où le rebranding qui arrivait un petit peu plus tard parce que du coup on a gardé quand même le mining sur le site pendant encore un moment pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on avait créé une marque assez forte autour de ça et donc on savait pas bien faire un rebranding et donc on voulait prendre le temps de le faire bien pour pas détruire tout ce qu'on avait construit. La deuxième, c'est que à ce moment-là, même s'il commence à y avoir d'autres choses qui émergent autour de l'écosystème crypto, Bitcoin est encore la porte d'entrée et donc en termes de référencement, le mining est encore quelque chose qui permet de drainer beaucoup de gens. Donc nous en fait on drainait encore beaucoup de gens sur le mining et après on leur expliquait que ok, mais toi du coup t'es en France, t'as 5 000 euros à investir, 10 000 euros à investir. Est-ce que t'as l'électricité pas cher? Non. Est-ce que t'as envie de t'occuper du matériel? Non. Est-ce que t'as plein... Donc écoute, du coup le mining, je suis pas sûr que ce soit adapté pour toi. Par contre du coup la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein d'autres manières d'investir dans les cryptos. Et donc après, si tu veux, c'était un petit peu comme ça qu'on essayait d'amener les gens. Donc voilà, et le rebranding on l'a fait fin 2022 je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, et l'idée c'était d'être... Donc on l'a préparé pendant
on a mis 1 an quasiment à le préparer. Donc ça a été une refonte vitrine complète pour reprofessionnaliser un petit peu plus la page. On était en train de formaliser aussi d'autres solutions par rapport à la finance traditionnelle avec des produits d'investissement un petit peu plus poussés. Donc on attendait aussi d'être suffisamment mature et d'avoir fait un petit peu notre bonhomme de chemin sur toutes ces nouvelles offres-là pour pouvoir faire le rebranding. Et quand on fait le rebranding, on est vraiment prêt et on peut attaquer fort, quoi. Donc c'est un petit peu l'idée. Alors pour clôturer sur le mining, vous, à titre perso, pendant ces années-là, donc 2017, 2018, vous aviez des machines en propre dans les locaux de Just Mining que vous faisiez tourner pour vous bien sûr. Pour gagner. Ouais, bien sûr. On avait notre salle serveur qui était juste à côté de nos locaux. Pour te dire, même au départ, on avait commencé où on avait les machines qui étaient dans les mêmes bureaux que où on était. Donc ça, c'était vite un enfer. Donc en fait, on avait monté une dans nos bureaux parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir 2 bureaux. Donc on avait un seul bureau qui devait faire, je sais pas, 40-50 mètres carrés. Et on avait mis une cloison au milieu pour mettre les machines de l'autre côté, où on avait insonorisé et tout pour pas être emmerdé par le bruit. Mais ouais, au début, quand on a commencé, il y a des photos, je te montrerai, c'est assez rigolo. Ok, marrant. Et niveau Bitcoin, vous avez gagné pas mal de Bitcoin avec ou enfin, je me rends pas du tout compte en fait quand tu es un particulier la quantité de Bitcoin que tu peux espérer gagner. Alors avec Bitcoin pas trop parce que du coup de l'ASIC on en a pas fait beaucoup, on l'a fait un peu plus tard. Donc à ce moment-là en quantité de toute façon de Bitcoin tu récupérais pas forcément énormément. Par contre au début des l'Ether, je me rappelais que tu pouvais sur 2016, début 2017, quand on avait les premières machines de test, tu pouvais faire un Ether en quelques jours, quoi. Ok, ouais. Après, bon, c'est pas les prix d'aujourd'hui. L'Ether valait quelques dizaines d'euros, quoi. Ouais, donc ouais. Et vous faisiez quoi d'ailleurs de ces cryptos que vous gagnez? Vous les épargniez, vous les revendiez ou vous Alors, sur du perso, ouais, ça a été beaucoup de la conservation. Ouais. Alors après, il y a eu de la vente pour acheter d'autres choses, des trucs comme ça, mais principalement de la conservation. Pas de cash out euro. En tout cas, moi, j'en ai fait juste un petit l'année dernière, mais sinon, j'ai tout conservé au fil du temps. Et après, voilà. Mais après, on minait pas beaucoup en perso parce que, en fait, nous, à l'époque, pour contextualiser, quand on fonde la structure, Owen a 19 ans, moi j'en ai 20. On n'a pas d'argent. Hein. Ouais. Donc, si tu veux, ta capacité d'investissement dans les cryptos, elle est limitée. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai acheté des cryptos, c'était sur Kraken. Et j'ai fait un virement, je me suis loupé dans la référence, j'ai mis 3 mois à récupérer l'argent, à discuter avec le support et tout. J'ai mis 400 €, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, oh non, quelle erreur j'ai fait, c'est terrible. Donc non, c'était comme ça au début. Tu mettais un tout petit peu d'argent parce que avec les moyens qu'on avait, puis on se payait quasiment pas. Donc si tu veux. Et à l'époque, moi je me rappelle, j'avais demandé à mon père s'il pouvait me prêter un petit peu d'argent pour investir. Ouais. Et il avait dit OK. Et je l'avais même pas pris parce que j'étais pas, je me dis mais si ça se passe pas bien et tout, je veux pas commencer ma vie à avoir ça sur les épaules et tout, tu vois. Ouais. Donc j'avais pas pris, donc voilà, donc très très modestement au départ. Hein. Okay. Et donc du coup le minage, nous on le rendait accessible, mais c'était surtout nos clients qui minaient plus que nous. Ok. Et alors, pour venir, donc, création finalement de Meria, mais bien après, enfin rebranding. Ouais. Et donc, vous êtes réorienté plus sur la partie, on va dire, stacking, produits financiers. Donc, vous avez quitté le mining. Et juste pour faire une pause sur les autres activités, donc, il y a la chaîne d'Owen aussi. Toi, tu travailles sur la chaîne d'Owen ou Alors, je travaille, je lui donne naturellement un coup de main. Enfin, globalement, maintenant, ça fait 7-8 ans qu'on se voit quasiment tous les jours et on travaille ensemble. Donc évidemment, moi, quand je vois passer des trucs, je dis ok, il y a peut-être un sujet intéressant à faire pour une vidéo sur ce truc-là et tout. Okay. Ou alors lui, il va me demander mon avis sur ça, des trucs comme ça. Donc oui, ça se fait. On parle beaucoup. Et puis et même avec Laurent, en fait, la chance qu'on a aussi au-delà de cette aventure-là, c'est que humainement, on est les 3 hyper complémentaires, on s'entend hyper bien et on a commencé tous les 3 de rien. Donc si tu veux, on peut se parler très franchement, on peut se parler très facilement et pour le coup ça c'est hyper précieux aussi et on sait qu'on est aussi un peu les garde-fous de chacun puisque du coup on a une vision qui est commune, on avance dans cette direction et c'est impossible qu'il y en ait un des 3 qui s'en éloigne parce que du coup s'il y en a un qui fait un pas de travers ou qui fait un peu une connerie, il y a tout de suite les 2 autres qui sont derrière pour le rattraper. Donc ça c'est cool, d'être à 3 pour ça. C'est hyper précieux. Hyper précieux. On s'en rend pas forcément compte au début, tu t'en rends compte avec le temps et quand tu prends un peu plus de recul sur les choses et quand tu vois aussi plein de gens autour de toi qui explosent pour des divergences de diverses choses et tout, des projets qui étaient super intéressants et où ça marche pas juste parce que les mecs à un moment donné étaient plus d'accord ou
parce qu'ils étaient pas au même moment de leur vie ou des choses comme ça, tu vois. Et ça, nous, on a de la chance que pour l'instant, ça fonctionne hyper bien, quoi. Ouais. Bah, j'imagine que comme tous associés, vous avez quand même eu parfois des périodes de. Ah, bien sûr, on s'est engueulé plein de fois, tu vois, notamment le plus gros point où on a beaucoup discuté, où on s'est beaucoup pris la tête, c'était sur au moment où il fallait faire le choix entre le proof of stake et le proof of work. Parce qu'on n'a pas été d'accord au même moment. On avait une vision toujours commune, mais on n'était pas forcément d'accord sur la manière de l'arrêter, à quel moment il fallait l'arrêter, surtout sur toutes ces choses-là. Donc ouais, mais forcément, après, ça, c'est normal de tous les trucs. C'est ce qui fait avancer le truc, quoi. Ouais, évidemment. Et puis, pour le coup, il y a s'engueuler, mais tu comprends assez vite aussi si la personne, elle te fait une remarque ou une réflexion, si elle est constructive ou si c'est juste pour faire une réflexion. C'est pas ça n'a pas trop de sens, tu vois. Mais globalement, je sais que s'il y en a un des deux qui vient me dire quelque chose, c'est pas pour me descendre ou c'est pas pour me faire chier. S'il me dit, c'est qu'il y a vraiment un truc. Et puis après, on en discute et puis on se connaît suffisamment aussi pour avoir le recul de dire, ok, bon, bah, viens, on pose les arguments et puis après, bah, ok, bah, si t'as raison, tu vois. On n'a pas d'ego entre nous aussi, donc ça c'est cool. Ouais. Ça, c'est un vrai plus. Ouais. Et après, vous avez commencé à développer d'autres structures, ça. Donc, il y a Descoin, il y a H Consulting. Il y a Descoin. Alors, Descoin qui est assez vieux aussi. Descoin, c'est 2018-2019, j'ai plus en tête, qui est en fait un premier site qui s'appelait Smartcoin à l'époque, qui était un peu freestyle et qu'on a restructuré et qui est devenu Descoin, donc qui a été piloté pendant longtemps par Julien Henridas, qui était un mec qui était à l'école avec Owen, et par un autre gars qui s'appelle Robin Charlier, qui vient aussi de la région Grand Est. Et après, ouais, bah, il y a eu plein d'autres petites structures sur lesquelles on est plus ou moins impliqué. Il y a un écosystème qui s'est créé autour de nous. Tu vois, il y a Artem de Hawk qui a commencé chez Meria, qui aujourd'hui développe Hawk. Nous, très tôt, on est rentré aussi sur Walsio, tu vois, parce que c'est une problématique qu'on a rencontrée pour nos clients et on s'est dit, ouais, c'est intéressant. Donc, puis après, voilà, Owen est rentré dans plein d'autres boîtes. Je crois qu'aujourd'hui, il doit être impliqué d'un point de vue capital dans 6 ou 7 PSAN, tu vois. Donc, okay. Donc ouais, on a fait un petit tissu. Les principales aujourd'hui, c'est quand même sur lesquelles, quand je dis les principales, c'est celles sur lesquelles on est vraiment impliqué au quotidien. C'est Meria, H Consulting, Descoin. Asher, je le mets encore dans une case case un petit peu différente. Mais voilà, c'est 3 structures. Moi, à titre perso, on va dire qu'à 95% mon temps, c'est Meria. Okay. Et les 5%, c'est ce qui va graviter autour de Asher. Okay. Donc dès que je peux donner un coup de main, je lui donne un coup de main, s'il me le demande ou autre. Après, il y a beaucoup de ponts entre les deux, donc si tu veux, il y a des choses que tu vas faire d'un côté mais qui vont servir à l'autre côté. Ouais, au niveau réseau, niveau idée. Exactement, exactement, tu vois. Et donc Descoin, donc en gros, c'est une plateforme d'échange, c'est un broker. Ouais, c'est ça, exactement. Donc broker. C'est pas une plateforme genre Coinbase, Kraken, c'est vraiment un broker. Non, c'est vraiment un broker, ouais. Donc français. Et H Consulting, c'est plus une agence. Et H Consulting, c'est une agence de communication marketing, alors qu'il y avait la proposition de valeur, parce que ça c'est pareil, H Consulting, ça s'est créé nativement. En fait, c'était des mecs qui, au fur et à mesure que Owen était en train de grandir sur les réseaux, des gens qui venaient et qui voulaient avoir de la visibilité à travers la scène. Alors au début, ils savaient pas trop comment ça marchait. Puis après, 1, 2, 3. Après, il y en a un, tu dis, ok, ça c'est intéressant, mais moi, par rapport à la communauté Hasher, ça n'a pas trop de sens. Par contre, du coup, on connaît un peu mes raisons. Donc on dit, par contre, je pense que tel média ou tel média, ça peut être intéressant pour toi. Et donc du coup, on faisait des passes un peu comme ça. Okay. Puis après, à force d'en faire, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait formaliser ça et en faire une structure. Donc on en a fait une structure qui était H Consulting, qui s'est structurée et développée depuis. Donc maintenant tu as des équipes dédiées, ils sont 6 ou 7 je crois sur H Consulting. C'est Maxime Baron qui était un ancien de chez VeraOne, tu sais, qui est des groupes au coffre qui tokenisait de l'or à l'époque, qui pilote ça maintenant. Et en gros le métier, alors ça a été d'abord vraiment d'accompagner des projets crypto très complexes qui voulaient pénétrer le marché français, alors soit des Français, soit des étrangers, qui voulaient pénétrer le marché français et qui avaient des difficultés en fait à faire comprendre leur proposition de valeur, ou en tout cas la vulgariser pour toucher du grand public. Et nous, étant donné qu'on avait plein de compétences, tu vois, dans notre réseau, on arrivait à comprendre ce qu'ils faisaient et le message qu'ils voulaient faire passer. Et donc on arrivait à le retraduire derrière. Donc ça a été ça. Puis après, le marché se structurant, ça s'est mélangé un petit peu avec des groupes qui avaient des propositions différentes, c'est-à-dire les grands groupes du monde traditionnel qui, eux, veulent pénétrer le Web3, mais du coup comprennent pas forcément les codes du Web3. Donc comment tu les accompagnes là-dedans, comment tu les légitimes dans ce nouvel environnement. Donc aujourd'hui t'as un petit peu des deux, mais c'est vraiment focalisé sur la partie marketing communication, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur la partie stratégie ou des choses comme ça. Tu vois, on va être complémentaire à d'autres agences qui font ça très bien, mais aujourd'hui on n'a pas
on n'a pas la bande passante pour faire tous les trucs. Et puis on s'est rendu compte aussi que la position que tu as dans l'écosystème, elle nous permet de faire plein de choses. Mais en fait, si tu veux faire tout, tu fais rien. Donc à un moment donné, il faut que tu dises OK, et être capable de dire non, ça je sais faire, ça je sais pas faire. Par contre, ça, si tu veux, je connais un tel, il le fait très bien. Mais ça sert à rien que je te dise oui à tout, parce que si je te dis oui à tout, je vais faire la moitié du truc correctement et ça n'a pas trop de sens. Et donc ça, on l'a fait assez naturellement très tôt. Tu vois, les trucs qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire correctement, on les prenait pas, et c'était plutôt généralement apprécié. Et sur le long terme, je pense que ça fonctionne assez bien de dire non, écoute, moi ça je sais faire, ça c'est plus mon métier. Ouais, complètement pour ton image. Et quel type de projet, par exemple, vous avez accompagné avec H Consulting? Alors, je dis vous parce que toi, t'as des parts de la structure. Alors, toi, t'as des parts de Meria? Oui, tout à fait. Non, pas de H Consulting. Okay. C'est varié. Hein. Ça va des gros exchanges type Binance, type Swissborg, type ces projets-là, jusque du Sora Ledger à du Elrond, Stepen, enfin voilà, plein de projets. Polkadot, il y avait eu aussi à l'époque. Okay. C'est hyper là en ce moment. J'allais dire un truc, je sais pas si je pouvais le dire, tu vois, mais enfin voilà, ça va des très très grosses boîtes jusqu'à des beaucoup plus petites boîtes. Tu vois, on a eu Channel, on a travaillé un peu avec Genesis, on travaille un peu avec Circle, à des tout petits projets qui commencent à peine à émerger. Tu vois, les mecs de Wine Bottle Club quand ils ont commencé, donc c'est vraiment très très varié. Ok. Je te propose de revenir sur Meria justement pour recouper. C'est quoi aujourd'hui Meria? Enfin, c'est quoi les différents produits que tu peux trouver dessus? Enfin, comment vous avez... Bon, j'imagine qu'au fur et à mesure, vous avez ajouté des briques. Ouais. Mais c'était quoi dans quel ordre vous avez ajouté ces briques-là? Donc, on a parlé de Masternode qui s'est vite devenu, j'imagine, du stacking. Ouais, tout à fait. Alors, en gros, je te fais le pitch de ce que c'est Meria aujourd'hui. Meria, aujourd'hui, on a deux métiers. Le cœur de métier, contrairement à ce qu'on pensait, c'est que notre cœur de métier, c'est un métier tech. À la base, Meria, c'est quand même une société tech. Ouais. Et donc, le cœur de métier, c'est opérer des validateurs sur les blockchains. Donc, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le stacking, mais ça peut être des validateurs, ça peut être des nœuds, ça peut être des séquenceurs, globalement ça peut être plein de choses. D'ailleurs, juste pour rappeler, par exemple, si tu veux stacker sur Ethereum aujourd'hui, si tu veux être un nœud, il faut avoir 32 Ethers, donc c'est vrai que tout le monde ne peut pas l'être, et donc d'où l'intérêt de se proposer d'être nœud, d'être un node opérateur pour... c'est ça, et en sachant que, et du coup ça fait la transition avec le reste, du coup cette expertise technique-là, on la distribue de 3 manières différentes, qui sont du coup un peu plus une casquette un peu plus financière. La première partie, elle est inhérente à la blockchain, c'est-à-dire que les nœuds, les validateurs, ils sont publics, donc si tu veux, ils sont disponibles on-chain. Donc si toi tu as ton Ledger, ton MetaMask ou autre, tu vas pouvoir venir déléguer directement sur nos nœuds. Donc là, on reste dans un environnement qui est totalement décentralisé. Ouais. Sur du Ether, par exemple, où tu peux pas forcément faire de délégation, nous, on est capable de faire du white label. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable d'opérer le nœud en ton nom, mais tu peux garder tes clés. Mais ça implique d'avoir effectivement là les 32 Ethers. Et puis, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, qui est peut-être la plus connue, c'est la plateforme Meria.com, où là, en gros, toutes ces activités-là, on va les rendre accessibles à travers une plateforme centralisée, ultra simplifiée, et en greffant plein d'autres services autour, de l'achat-vente, où là, tu peux rentrer en euros, sortir en euros, tu es dans un environnement qui est régulé, tu dois faire un KYC, tu dois faire tout ça, etc. Mais tu as une plateforme qui est ultra ergonomique et où tu as accès à plein de services. Et puis une dernière verticale qui est un petit peu plus nouvelle, qui a 1 an et demi, 2 ans, où là c'est la partie finance traditionnelle, où en fait tu as tout ce qui est conseiller en gestion de patrimoine, family office, banquier privé, qui ont des clients qui sont de plus en plus friands de crypto, et eux ont pas forcément une connaissance de cet univers-là, pas forcément non plus le setup réglementaire pour faire ça, et donc ils vont se référer à des experts entre guillemets du secteur, donc à des PSAN, dont on fait partie, et donc on va les accompagner accompagner leurs clients du coup sur ces sujets-là, et on a développé d'ailleurs pour ça un produit de mandat discrétionnaire, où là on va totalement piloter le portefeuille du client. Alors on le vend on le distribue à travers ces acteurs-là, mais aussi en direct. Donc voilà, on a une casquette qui est assez large, mais à chaque fois vraiment l'objectif est de conserver cette expertise technique, parce que nous on a cette conviction que par rapport à la taille du marché aujourd'hui, si tu ne comprends pas réellement comment fonctionne le marché, si tu n'as pas les mains dedans, c'est très compliqué de comprendre le reste et d'apporter une valeur qui est celle qu'on veut véhiculer à nos clients. Et du coup, nous, la narrative, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on n'est pas des traders. Moi, je vais pas m'amuser tu vois, il y a des trucs sur les ETF aujourd'hui, etc. Je vais pas m'amuser à acheter l'Ether à 3000 pour le revendre à 3002, pour le racheter à 2009. Et puis après, quand les ETF seront lancés, le revendre à 4000. Ouais. Ça, on le fait pas. Alors, on fait des analyses pour avoir des bons points d'entrée, des bons points de sortie. Mais nous, on est sur une approche beaucoup plus moyen long terme, avec des convictions fortes sur certains projets. On a des équipes techniques.
équipes réglementaires, on a du coup tout un tissu marketing avec Lashkondi, donc on est capable de faire des diligences qui sont très poussées sur les projets. On va être capable de dire ok, techniquement il tient la route, les mecs savent ce qu'ils font. Au-delà d'être bon techniquement, d'un point de vue business, ils semblent avoir cette capacité à être capable de livrer ce qu'ils vont faire. Et d'un point de vue réglementaire, leur produit, il est compatible avec l'environnement réglementaire. Ouais, c'est important. Donc on est capable de faire une diligence qui est 360 et qui va nous permettre de dire, ok, ce projet-là, on estime que ça peut faire sens de miser dessus. Et donc on essaye d'avoir plutôt cette approche-là, de trouver des small caps qui ont des potentiels, et après de les accompagner. Et au moment où ils sont prêts, on les passe de la partie totalement on-chain, parce que ça on peut le faire très tôt, à l'environnement régulé, où là il faut que le projet soit quand même un petit peu plus mature pour pouvoir être disponible. Il faut qu'il réponde aussi à un certain nombre d'exigences, tu vois, sur les trucs. Il faut qu'il soit disponible pour faire du KYC, pour qu'on puisse suivre les transactions. Il faut qu'on puisse c'est une norme réglementaire. Donc KYC, Know Your Transaction. C'est ça. Et donc en gros de pouvoir suivre les transactions avec un outil type Chain Analysis pour voir si c'est pas un scam en termes de token. En gros, pour faire simple, c'est que si du coup moi je l'utilise, ce token, sur la plateforme centralisée, c'est-à-dire que si j'ai ce token qui rentre sur la plateforme, ou si je vais en acheter, il faut que je sois capable d'avoir un historique de ce qui s'est passé avant, pour que les tokens que je vais acheter ou que je vais recevoir, qu'ils soient propres, en gros. Ouais, qu'il n'y ait pas eu de blanchiment ou de... Exactement. Et aujourd'hui, donc, vous travaillez avec des conseillers en gestion de patrimoine, donc, qui viennent en fait vous déléguer la partie un peu crypto finalement. Ouais, tout à fait. Okay, pour certains de leurs clients. C'est ça, exactement. Okay. Ils ont des clients qui sont confrontés à cette problématique-là. Pendant longtemps, ils ont un peu botté en touche, parce que eux comprennent pas forcément le sujet. Tu peux pas leur demander non plus d'être expert sur tous les sujets, c'est trop compliqué. Donc pour tous les autres services d'investissement, ils se réfèrent à des experts. Du coup, sur les cryptos, c'est assez logique aussi qu'il y a un modèle qui se monte en fait, où ils ont des référents, et donc on fait partie de ces référents-là. Ok. Et sur la partie Meria, comment c'est passé? Parce que vous étiez au début, tu disais tous les 3, tous les 5, et finalement c'est monté un peu en compétence. Vous avez levé des fonds, ou c'est vraiment avec l'argent, les fonds propres, que vous avez réussi à développer la structure, investir dans de la tech? Parce que j'imagine que pour proposer du stacking sur une plateforme centralisée, opérer vos propres nœuds, il faut quand même des moyens, tu vois. Donc, ouais, tout à fait. On n'a pas levé de fonds en autofinancement. On a fait un petit tour de table l'année dernière, où on a cherché 1 million, mais c'est pas tant pour l'argent, parce qu'on s'est très peu dilué. C'est surtout parce qu'on sait qu'on aura des sujets demain. Donc l'idée, c'était d'avoir des gens qui ont un petit peu plus d'expérience autour de la table aussi, pour nous accompagner. Donc c'est des gens qu'on connaît très bien. On en a fait entrer 6. 6 de mémoire, c'est ça. Donc ça, c'était juste pour préparer finalement les prochaines étapes. Mais sinon, non, c'est autofinancement complet. On a eu la chance aussi, nous, d'être rentrés assez tôt aussi, donc de se constituer un capital, et donc s'il y avait eu besoin à un moment donné, on aurait pu aussi subvenir aux besoins s'il le fallait. Ouais. Heureusement, ça n'a jamais été le cas. Mais voilà, non, la structure a toujours fonctionné. On a une croissance qui est... on n'a pas une croissance exponentielle, on a une croissance qui est plutôt organique et régulière. Donc, parce qu'on c'est là-dessus où on est le plus à l'aise, nous, en termes de gestion d'entreprise. Tu vois, on préfère grandir progressivement plutôt que de recruter 15 personnes demain et devoir virer 10 demain après-demain. Exactement. C'est pas forcément l'approche qu'on a, nous, tu vois. Je préfère recruter une par mois pendant 1 an plutôt que de les recruter les 10 d'un coup, tu vois. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le fait. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien comme ça, donc on va continuer comme ça. Right. Et c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Déjà, j'imagine le bear market avec la période 2022, 2023. Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça a eu un impact sur l'activité? Bien sûr. Il y a un sujet que je voudrais aborder aussi, tu vois, c'est l'UST de Terra Luna, tu vois, le stablecoin de l'époque. Comment vous avez géré cette crise? Parce que je pense ça a pris de court pas mal d'acteurs, dont vous. Ça a été un gros tournant. Alors donc pour répondre, alors les bear market, l'avantage c'est que quand on a déjà vécu tu connais un peu la musique, donc le deuxième il est beaucoup moins douloureux, déjà parce que déjà personnellement tu le gères mieux, et après d'un point de vue entreprise tu le gères mieux aussi, parce que tu sais que quand ça repart en folie, tu sais que ça va recorriger. Donc déjà tu fais des réserves, tu dépenses pas bêtement. On a une gestion plutôt prudentielle, nous, sur tous ces sujets-là. Donc, tu vois, c'est pas parce que demain on est en bull market que je vais aller investir 100 000 balles pour être sponsor à un event ou autre comme ça. Non, on essaye de toujours être prudent, et en tout cas de rester dans ce qu'on peut faire avec nos moyens, en sachant que ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est aussi ce qui va te permettre de te développer demain. Donc fais attention à comment tu le penses. Et c'est aussi la différence
quelqu'un qui va se développer avec de l'argent qu'il a gagné ou quelqu'un qui va se développer avec de l'argent qu'il a levé. Quand c'est de l'argent qu'on te donne, tu la dépenses différemment de l'argent que tu as gagné. Tu vois. Surtout limite, quand on te le donne, c'est que tu as la pression des investisseurs pour le dépenser. Également. Comme ça, parce que s'il y a relevé derrière, ça va un peu et ça aussi, revaloriser leur portfolio. Et ça aussi, c'est un truc où on a la chance, c'est que du coup, nous, on n'a pas cette pression-là. Donc, on est hyper libre dans la manière dont on va gérer le développement de la boîte. Il n'y a personne qui doit nous dicter quoi que ce soit. Donc, ça, c'est aussi un confort. Ouais. Donc oui, naturellement, les bear markets ont des impacts significatifs sur l'attraction de l'entreprise, de la manière que les bull markets ont un impact significatif. Tu vois, là, les 3 premiers mois de l'année sont absolument délirants et représentent plus que la moitié de l'année 2023. Tu vois, donc c'est totalement fou. Donc tu sais que ça va très vite d'un côté comme de l'autre dans les excès. Ouais. Mais ça, c'est une caractéristique qui est propre à notre écosystème. Donc ça va être de moins en moins vrai. Donc justement, le but, c'est de mettre en place tout plein de petites optimisations qui font que tu es de moins en moins impacté, en tout cas à la baisse, par tous ces phénomènes de marché. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui se fait progressivement dans le temps. Et tu te rends compte aussi que toutes les petites optimisations que tu fais quand tu es en bear market, si elles ne se voient pas en bear market, un truc que tu optimises d'un petit peu en bear, c'est beaucoup en fait en bull. Donc toutes les petites optimisations sont hyper importantes. Et à chaque fois, nous, on essaye d'insister sur ça auprès des équipes, c'est de dire... En fait, la petite correction là, tu as l'impression qu'elle ne change rien parce qu'elle te fait gagner 5 utilisateurs par mois quand tu es en bear market. Mais ces 5 utilisateurs, en fait, ça va être 50, ça va être 100 quand tu es en bull. Donc si elle est importante, cette petite feature, cette petite correction, elle est hyper importante. Donc c'est un petit peu ça qu'on prend. L'avantage, c'est que on commence à avoir un peu de track record, donc il y a des choses que tu commences un petit peu à maîtriser. Tu connais aussi beaucoup de gens dans l'écosystème, donc tu te nourris aussi des différents témoignages des autres, donc ça te permet de ne pas reproduire certaines erreurs ou autres. Donc voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil des questions. Non, c'est l'impact du bear market. Et donc le deuxième sujet que je voulais aborder, tu vois, c'est l'impact qu'il y a eu. Donc pour rappeler le contexte, donc il y a eu une blockchain à l'époque pendant le dernier bear market qui s'appelle Terra Luna. Ouais. Le concept, c'était d'avoir un stablecoin algorithmique. Donc, en gros, tu avais ces tokens Luna qui baquaient l'UST qui était censé être un stablecoin. Donc, un token égale $1. Sauf que du jour au lendemain, tout s'est un peu effondré. Et c'est vrai qu'il y avait un peu des doutes sur le côté fonctionnel de cette stablecoin algorithmique, parce qu'il y avait une autre plateforme qui s'appelait Encore, pour un peu donner des détails, qui délivrait du 20% de stacking, de rendement, et qui l'assurait en fait, qui n'était pas dépendant de l'offre et de la demande. Ouais, c'est ça. Parce que surtout qu'il y a eu beaucoup d'arbitrage justement entre le token Luna et le stablecoin Terra Luna, qui ont fait que quand il a des pegs, en fait, il arrivait jamais à reprendre son peg, puisqu'il y avait tellement d'arbitrage que en fait les traders l'empêchaient de revenir, parce qu'il leur achetait bas, dès qu'il remontait un petit peu, il le revendait, et donc dès qu'il essayait de récupérer, il se refaisait, on lui remettait la tête sous l'eau, et ça s'est effondré. Je crois que l'écosystème devait peser 50 milliards, si je dis pas de conneries, et qui s'est effondré en genre 48 heures, un truc comme ça. Donc ça a été ultra violent, ultra spontané. Alors après que ce soit tombé, effectivement, on a eu plein de gens qui ont dit qu'ils le savaient et qui avançaient. Dommage, ils l'ont pas dit avant, tu vois, ils le savaient, mais ils n'en ont pas parlé avant. C'est toujours comme ça. Et donc nous, du coup, pour ça, on a été impacté, puisqu'on avait un produit de DeFi qui faisait du rendement stablecoin, sur lequel on avait une exposition à l'UST. Il y a un fonctionnement avec des pools de liquidité aussi. Donc les pools de liquidité, quand le marché se dérègle, les pools, elles se déséquilibrent. Donc en fait, dans un contexte comme celui-ci, comme l'UST tombe à zéro, du coup, ta pondération et ton exposition à l'UST, elle augmente. Donc du coup, on a été exposé sur ce produit. Je crois que on a été exposé à 39 ou 38%, un truc comme ça. Donc en UST, donc ça veut dire qu'en gros, si tu avais $100 sur le produit stablecoin, et tu avais 40% qui était out, en tout cas si tu sortais au pire moment. Et vos clients étaient exposés à combien la somme de tous les clients, ça représentait combien Du coup, c'est ça en fait. Nous, ça a fait beaucoup de bruit. La réalité, c'est que sur l'intégralité des clients, on est à peu près 100 000 utilisateurs sur la plateforme. Tu avais à ce moment-là, un peu moins, tu avais 4000 utilisateurs en gros qui étaient exposés au produit stablecoin. Donc tu vois, c'est une proportion déjà qui est beaucoup plus réduite par rapport au nombre d'utilisateurs global de la plateforme. Et sur ces 4000, nous on a mis en place on a injecté de la trésorerie, si tu veux, pour couvrir une partie des pertes. Okay, parce que les pertes, juste pour ça, donc cette pool d'utilisateurs de 4000 utilisateurs, ça représentait combien de millions exposés c'est en quelques millions, quoi.
Ouais, quelques dizaines de millions. Ah, quelques dizaines de millions, ouais. Ok. Ouais, il y avait un petit peu d'argent. J'ai plus en tête les chiffres, mais ouais. Donc ça a été une perte sèche de plusieurs millions, voire dizaines de millions. Ouais, bah après, ça c'est la problématique quand tu grossis et que tu as une activité qui tourne. Bah, les bonnes nouvelles, ça fait levier, les mauvaises nouvelles, ça fait levier aussi, quoi. Exactement. Et donc, du coup, nous, on a injecté une partie de réseau pour couvrir une partie des pertes. Donc au final, avec ce qu'on a injecté, dans les 4000 clients qui ont été touchés, il n'y en a plus que 800 qui encaissaient une perte financière. Okay. Et alors, perte financière, ça va de quelques dizaines de dollars, en gros, jusqu'à quelques centaines de milliers de dollars pour les plus gros. Donc, mais voilà, mais ça a été... Nous, on a toujours été assez transparents sur les risques qui comportaient les produits. Donc, si tu veux, il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux. Owen s'était beaucoup expliqué sur le sujet. La réalité, c'est que entre le bruit qu'il y a eu sur le réseau et nous, le nombre de réclamations réelles qu'on a eu, c'est très léger. Hein. Okay. Les litiges, on en a eu, on a eu une petite dizaine qui se sont tous très bien réglés. Je crois qu'on a peut-être encore un ou deux qui sont en cours, qui sont un peu plus chiants, mais de l'ordre économique, il est dérisoire aujourd'hui, tu vois. Donc mais ça vous a fait mal c'est vrai que de sortir autant d'argent, tu vois, pour compenser. Oui, forcément. Et puis même vis-à-vis de tes clients, c'est pas agréable d'appeler un client et de lui dire, bah écoute, voilà, l'investissement, il s'est passé ça. Du coup, tu as perdu X et tout, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que c'est les plus gros clients qui étaient les moins chiants. Moi, je me rappelle d'un call avec un mec où c'était à plus d'un demi-million qui perd sur le truc et tout. Et sa réponse, quand je lui explique ce qui s'est passé, il dit ok, et du coup pourquoi tu m'appelles? Soit il a beaucoup d'argent, soit il est sympa. Il dit ok, oui, il dit bah écoute, oui, je me doutais, on pouvait gagner 10% dessus, et je me suis douté que c'était pas sans risque. Hein. Il dit mais du coup, pour le reste, du coup le produit tourne encore, il y a encore les 10% ou pas? Je dis bah du coup non, pas pour l'instant, là on le coupe et tout. Il dit ok, bah tu me dis quand tu relances. Je dis ok. Bon, après, voilà. C'est fou, selon les personnes, les réactions que tu peux avoir. C'était assez varié. Il y avait de tout, mais voilà. Mais après, avec du recul. Alors, content que ça se soit passé, mais en tout cas, expérience intéressante, même d'un point de vue entreprise. Tu sais, parce que quand tu es sur ce genre d'écosystème, on te parle toujours des risques, de la partie crise, etc. Mais en fait, le fait d'en parler et le fait de le vivre, c'est quand même deux choses très différentes. Et du coup, à expérimenter de l'intérieur, c'était hyper intéressant de voir la réaction des équipes, de voir comment les gens se comportent et tout, tu vois. Et on a vu beaucoup de sang-froid, beaucoup de bonnes pratiques qui se sont mises en place assez naturellement, tu vois. Chacun a trouvé sa place assez rapidement. Les comités d'urgence, ça s'est très bien passé. Tout le monde a bien géré, tout le monde savait où était sa place, qu'est-ce qu'il devait faire, etc. Donc ça, c'était plutôt... avec du recul, après, c'était plutôt bien de l'avoir vécu à ce moment-là. Ouais. Même si, évidemment, forcément... Je préfère jamais vivre ce genre de situation. Je préfère jamais le vivre, mais voilà. Mais en tout cas, ça fait des choses qui font partie de la vie aussi de l'entreprise. Et donc, je pense que ça nous a renforcé sur pas mal de choses. Du coup, nous, on a fait aussi beaucoup d'introspection pour voir, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, etc. J'avais posé la question. Et donc, on a corrigé plein de choses. On a essayé de mettre en place plus de choses. Il y a des choses qui étaient déjà dans les tuyaux qu'on n'avait pas encore eu le temps de mettre en place, sur lesquels on a un peu accéléré. C'est intéressant, déjà, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez fait différemment par rapport à ce produit? Est-ce que vous auriez fait différemment ou pas? Je pense que ce qu'on aurait poussé davantage, ça aurait été d'afficher beaucoup plus gros les disclaimers, même s'ils étaient bien présents, tu vois, qu'il y avait des contrats qui étaient bien établis, etc. Je pense qu'on aurait appuyé davantage ça, faire encore plus de pédagogie sur ces sujets. La réalité, c'est que même si ça arrivait maintenant, malheureusement, quand tu es dans ce genre de secteur et quand tu travailles avec du retail, les gens et c'est de la nature humaine, fait que tu as toujours besoin de trouver un responsable aussi. Donc, quoi qu'il arrive, tu en pâtiras pas. Et voilà. Et nous, le truc qui était le plus chiant, c'était le traitement des réseaux, parce que tu as beaucoup de gens qui sont des gens qui apprécient plus ou moins le travail d'Owen et qui venaient. Beaucoup de gens qui se plaignaient sur les réseaux, en fait, c'était des gens qui n'étaient même pas clients, même pas exposés, tu vois. Et donc, ça, c'est frustrant. Et parce qu'en plus, ils se rendent pas compte que. Il y a des humains derrière les sociétés. Si nous on est un peu plus hermétique parce qu'on est un peu plus habitué, la boîte c'est pas que nous, il y a aussi des autres gens, tu vois, qui travaillent d'arrache-pied, qui sont là tous les jours au bureau, qui pendant qu'il y a eu cette affaire-là, ils ont passé 2 jours à pas dormir, et ils ont appelé les clients, etc. Et eux ils voient ça sur les réseaux et ils ont et du coup forcément ça leur fait du mal et tout, tu vois. Donc, je comprends. Donc nous après, si tu veux, il y a eu plus de travail sur ça après pour beaucoup rassurer les gens, pour dire beaucoup. Déjà de toute manière très clair au niveau de la structure. Le produit, l'exposition
à ce produit et le nombre de clients que ça touche, c'est une petite partie de l'activité. Donc quoi qu'il arrive, ça empathie en rien sur l'activité globale. Ça continue de tourner. Il a fallu faire de la pédagogie par rapport aux clients parce que naturellement, on a plein de clients qui sont venus poser des questions. Ok, bon, bah, comment ça se passe, etc. Est-ce que de quelle manière vous êtes des gens qui n'étaient pas forcément sur le produit, hein, tu vois, mais quelqu'un qui a beaucoup d'Ether, beaucoup de Bitcoin sur la plateforme, dit ok, ben dans quelle proportion t'es exposé, est-ce que il y a des risques pour toi et tout. Donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie sur ça. Naturellement, on a perdu des clients. Avec le temps, on en a regagné, tu vois, par rapport à ça, parce que du coup, on a été aussi les premiers à communiquer sur le sujet, hein. Donc nous, ce qui nous a aussi valu toutes les foudres, c'est que on a parlé, on a expliqué ce qui s'était passé par rapport à d'autres acteurs qui sont restés plutôt dans le silence, qui ont été touchés de la même manière et qui ont rien dit ou qui l'ont dit en décalage. Donc ça, sur le coup, forcément, tu te prends les vagues, mais du coup, après, avec le recul, et surtout même sur la partie finance traditionnelle, tu vois, on a récupéré beaucoup de gens, mais en mode, bah, moi, je me suis pas exprimé publiquement, mais j'ai suivi ce que vous avez fait, et j'ai trouvé ça clean, la manière dont vous avez communiqué et tout, donc ça va bien de travailler avec des gens comme vous, qui sont capables de dire quand c'est moins bien, et tout. Donc au final, tu vois, plutôt content de l'avoir traité avec les valeurs qui sont les nôtres, parce que du coup, au final, ça a été plutôt même bénéfique à ce niveau-là. Et puis dans ce qui était dur pour l'écosystème, c'est que donc il y a ça qui s'est effondré, et puis quelques mois après, tu as FTX qui tombe. Tu vois, l'intervalle, c'est genre, je crois, c'est 6 mois entre les deux. Donc c'est clair. Et entre-temps, tu as eu Three Arrows Capital, mais qui ne concerne pas du tout le retail de manière générale. Et tu as eu Celsius aussi. Et tu as eu Celsius, qui sont toutes les conséquences de toutes ces choses, de toutes ces choses-là, quoi. Mais donc effectivement, l'année 2022, là, elle avait été assez particulière. Elle avait fait beaucoup le ménage dans l'écosystème. Vu ce qu'il y avait, finalement, c'est toujours pareil, hein, ça fait très mal, mais en fait, si ça n'avait pas pété à ce moment-là, ça aurait pété plus tard, ça aurait été encore plus gros, et ça aurait été encore pire. Donc voilà, donc finalement, avec du recul, ça a été un espèce d'assainissement de l'écosystème. Il était important que l'année 2023, qui arrivait avant l'année 2024 avec le halving et tout ça, ça devait être une année de transition, et je pense que l'année 2023 elle s'est passée exactement comme il fallait qu'elle se passe pour l'écosystème crypto, tu vois. Bien sûr. On a eu beaucoup de confirmations réglementaires qui ont été dans la bonne direction. Il y a eu les procès sur tous ces sujets-là qui, même si c'est symbolique, ça permet mine de rien de tourner la page et d'avancer. Donc c'était hyper important que l'année 2023 se passe bien. Elle s'est bien passée, ça a permis à tous les acteurs de pouvoir aussi se reconcentrer un petit peu plus sur des fondamentaux. Tu vois, nous, 2023, on est resté sous les radars, on a fait que build en interne pour être prêt. Et puis là, sur 2024, on a sorti l'application de mi-année, notre nouveau dashboard en mars. Là, à la fin du mois, on va ressortir un nouveau service on-chain. On a un nouveau service qui sort en juin. Tu vois, on a plein d'autres choses qui arrivent parce qu'on a pu se concentrer sur 2023 pour dire, OK, faudrait être prêt pour 2024. Et il y a beaucoup de boîtes qui sont dans la même configuration. Donc, un peu en mode JO, quoi. C'est comme les JO, quoi. C'est-à-dire que c'est prêt tous les 4 ans. Tu sais qu'il y a un bull market. Exactement. Je l'avais jamais vu comme ça, une manuel. Mais ouais, c'est ça. Donc ouais. Mais voilà, le marché est fait comme ça, et puis là, de toute façon, on voit que ça se réemballe. On voit des choses qui sont très intéressantes, des choses qui le sont moins. On voit des choses qui s'envolent et qui vont forcément, tu vois, toute l'euphorie autour des meme coins. Il n'y aura pas la place pour 50 000 meme coins demain. Donc tu sais très bien qu'il y a des meme coins capitalisés aujourd'hui qui vont demain s'effondrer. Malheureusement, c'est les retail qui vont en pâtir. Alors dans l'affaire, tu auras des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, dans d'autres qui en perdront beaucoup. C'est les cycles qui fonctionnent comme ça. C'est clair. C'est marrant, ça me fait penser à un pote je le vois vendredi dernier, il me dit Gary, il y a ce meme coin là, il y a un mec, je sais plus, de Goldman Sachs qui a gagné 37 millions avec ce meme coin et tout. Mais en fait, pour moi, j'y connais rien en meme coin, hein, mais pour moi, c'est vraiment un transfert de valeur où il y a vraiment zéro création, et c'est juste un meme coin qui perce, on a peut-être 1000 créés qui ont peut-être qui restent dans l'ombre. Et de la même manière, pour un mec qui a gagné beaucoup d'argent, parce qu'on aime bien raconter les c'est ça. Les histoires des mecs qui ont beaucoup d'argent. C'est le biais du survivant, quoi. Mais on n'aime pas trop raconter ceux qui ont beaucoup perdu. Exactement. Ou alors on aime bien raconter les deux. Ce qui est spectaculaire, on aime bien raconter, mais l'entre-deux, c'est vrai qu'on le raconte pas, et la plupart des gens sont souvent plus dans cet entre-deux, tu vois. C'est ça. Donc c'est sûr. Après, voilà, c'est toujours marrant, t'as des belles histoires, mais bon, t'as beaucoup aussi d'histoires moins bien. Alors, pour venir sur justement ce choc Terra Luna, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, moi, ça me fait penser, il y a quelques épisodes, j'avais interviewé Pablo Vera, qui est le fondateur de Engel. Du coup, donc, pas tant sur UST, mais il a été embêté après, lui. Ouais, alors eux, c'est sur leur stablecoin euro, où ils ont subi coup sur coup, en moins d'une semaine, la faillite de la SVB.
aux États-Unis, Ouais. qui a eu un impact sur Circle. Alors eux, ils avaient de l'USDC en L'USDC, collatéral. c'est ça. Quand il y a des pegs, ouais, c'est ça. Et ils avaient été après impactés par le hack de Euler Finance de plus de 200 millions de dollars, parce qu'ils avaient une partie de leur trésorerie là-dedans. Oui. Donc, ce genre de situation, t'as jamais envie de les vivre, ça te rend plus fort. Mais après le coup, tu dis, si c'était à revivre, bien sûr, je ne le revivrai pas. Mais au moins, je suis content de l'avoir vécu. Il y a un côté un peu antifragile. Parce que ça t'en sort grandi. Tu sais jamais comment le formuler parce que je suis content d'avoir vécu, pas vraiment, mais en même temps, c'est partie du job et c'est vrai que en fait, si la situation elle se reproduit d'une manière ou d'une autre, le fait de l'avoir déjà vécu, tu l'appréhendes différemment, tu vois. Donc c'est un peu la même chose que les bear markets, tu vois. Le premier bear market, pour la plupart des gens, il est toujours très douloureux parce que t'as pas vendu comme il faut, parce que t'as ci, parce que t'as ça. Celui d'après, tu fais pas les mêmes erreurs. Et celui d'après, tu feras encore moins d'erreurs. Et donc c'est toujours un peu la même chose, mais ça c'est vrai pour les cryptos comme ça et c'est vrai pour plein de choses de la vie en fait. Ouais. Et alors, je vais pas être le gars qui va dire si c'était à refaire, est-ce que tu mettrais la même pondération en USDT? Parce que c'est pas ça, mais la question que je me pose, c'est quoi les enseignements que vous avez appris pour les prochaines fois, pour pas qu'une telle situation, entre guillemets, se reproduise après coup, est-ce que pour vous, c'était une bonne idée d'avoir une exposition aussi importante à l'UST ou pas? Alors, au moment où on est exposé, donc nous, on avait mis en place certaines grilles qui fait que c'était pas incohérent. Ouais. Après, ce qui fait que l'exposition elle est montée autant, c'est le dérèglement des poules qui a été extrêmement rapide qui fait ça. Et nous, la grosse difficulté, c'est que comme sur ce produit-là, on ne fait pas de la gestion, c'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas déboucler la position. Et c'est le client qui devait déboucler. Donc nous, je ne peux pas vendre pour le client. Donc si tu veux, si on aurait pu couper tout de suite, nous, on aurait pu limiter largement les pertes, mais je n'ai pas le droit de. Il n'y a pas de garde-fou en fait pour couper entre guillemets l'exposition. Enfin, t'as pas le droit. Ouais. Ouais. T'as pas le droit de le faire comme ça. Si tu veux sortir, il faut que ce soit le client qui sorte. Donc c'était ça qui était très compliqué. Donc on a communiqué très vite avec les gens pour leur expliquer la situation pour qu'eux puissent déboucler. Mais entre ceux qui le voient pas tout de suite, entre ceux qui comprennent pas ce qui se passe, entre ça. Donc nous, si tu veux, l'enseignement, ça a été plutôt de dire ce genre de produit est peut-être trop complexe aujourd'hui pour le grand public. Donc on l'a fait différemment après. Comment d'ailleurs? Au début, avec beaucoup plus de transparence, mais vraiment apparente sur le truc, c'est-à-dire qu'en temps réel, tu vois l'exposition différemment et tout, comme ça, t'as pas de surprise, etc. Et après coup, tu vois, typiquement, tous les produits avec des multipools, on a totalement arrêté. Et du coup, aujourd'hui, alors c'est moins attractif, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est que les produits sur de la DeFi, c'est en fait, nous, on fait juste une passerelle vers une pool unique. Donc en gros. Pool unique, c'est-à-dire que tu prêtes. C'est pas du staking, mais c'est en fait tu prêtes. C'est du lending, c'est-à-dire. Mais en gros, c'est-à-dire que la personne pourrait faire exactement la même chose de manière on-chain, mais la personne elle le fait à travers nous parce qu'elle n'est pas à l'aise avec les outils ou parce qu'elle n'est pas à l'aise avec les protocoles on-chain, etc. Donc en fait, au lieu de passer par AV, je passe par vous qui allez passer par AV. Exactement. Et sur une seule pool, quoi. Okay. Donc, pour éviter justement ces risques d'impermanent loss pour différentes raisons techniques et réglementaires. Du coup, ça simplifie quand même. D'un point de vue documentation aussi, du coup, tu as juste à fournir la documentation sur la pool en disant voilà, cette pool comprend tel risque, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ouais. Souvent c'est du monotoken aussi, donc du coup c'est encore plus facile à présenter. Donc c'est moins intéressant intellectuellement à construire comme produit, mais c'est plus accessible, plus accessible pour le grand public, quoi. Et c'est quoi par exemple en tant qu'utilisateur les rendements que tu peux espérer avoir justement en faisant du lending? Je les ai pas en tête là aujourd'hui. Après ça dépend bien sûr des cryptos. Hein, ça dépend sur le lending. De stable, c'est quoi? C'est 2-3%? Enfin non, quoi que sur t'es un petit peu plus maintenant quand même. Ouais. Ça va dépendre des poules. Après, les rendements bougent beaucoup, surtout dans les périodes là. Donc des fois, tu vas monter au-dessus de 10%, mais c'est assez éphémère. Ça va durer quelques jours et puis ça va recorriger un peu. Mais d'ailleurs, tu vois, typiquement, moi, je vois encore des boîtes aujourd'hui qui proposent des rendements sur des stablecoins, des rendements fixes à des taux exorbitants. Pour le faire ça. Non mais c'est super dangereux, ils se rendent pas compte, tu vois, avec tout ce qu'on a vécu justement, je comprends pas les boîtes qui font encore des trucs comme ça et c'est dangereux et surtout que effectivement si tu gères 50 000 balles, c'est pas un problème, mais quand tu commences à générer beaucoup d'argent, ça veut dire que tu dois te diversifier de plus en plus, ça veut dire que tu dois aller t'exposer à des protocoles ou des pools sur lesquels on a très peu de track record, sur lesquels il n'y a pas forcément eu beaucoup d'audits et tout, et donc là tu prends des risques qui sont vraiment inconsidérés pour aller chercher un tout petit peu plus de rendement. Donc ça, on voit encore malheureusement des choses sur des plateformes grand public qui sont sur lesquelles, à mon avis, les ratios risques sont pas hyper bien équilibrés. Ok.
Et d'ailleurs, sur Meria, en tant qu'utilisateur, toi, tu peux acheter des cryptos pour ensuite les stacker ou les prêter, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Enfin, pas pour les prêter directement, du coup, mais tu peux t'exposer à des pools DeFi. Ouais. Ok. Et comment ça marche même en stacking? Enfin, c'est quoi les rendements que tu peux espérer? Pareil, ça dépend, mais... Ça dépend des projets, donc ça va aller jusque... Je crois qu'aujourd'hui, les produits qui rémunèrent le plus, on doit être autour de 30-40%, et les produits qui rémunèrent le moins, autour de 3-5%, quoi, en gros, dans ces endroits-là. En gros, c'est généralement, plus le projet est jeune, plus l'APR est élevé, et plus le projet est confirmé, et moins l'APR est élevé parce qu'il a moins besoin d'incentiver les gens. Généralement, c'est grossi les traits parce que tu as un projet jeune qui commence directement avec un APR bas, mais généralement, cette équation-là, elle fonctionne assez bien. Ok. Et toi, c'est quoi ton rôle maintenant chez Meria? Enfin, je dis maintenant, mais même, comment j'imagine ton rôle il a dû évoluer au fur et à mesure de toutes ces années, parce que ça fait mine de rien, 7 ans, quoi. Ouais, alors au début, t'es très couteau suisse, hein, donc tu touches un petit peu à tout. Aujourd'hui, on est beaucoup plus structuré, donc tu touches à moins de choses. Aujourd'hui, mon rôle, il va être double, donc je m'occupe des opérations, donc en gros je fais en sorte qu'on essaye de respecter la roadmap et que tout le monde va dans la même direction. Je fais en sorte que les différents pôles arrivent à communiquer entre eux et qu'on fonctionne en bonne harmonie, et puis avec le board, on pose la stratégie, la vision, ces choses-là, quoi. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de 6 personnes un peu clés qui sont rentrées au capital VS contre 1 million en 2000. Alors, clé pas clé, mais peut-être est-ce qu'ils ont un rôle de conseiller ou ils sont au board ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors si on les consulte, mais sinon c'est quelque chose de peu actif, mais c'est des gens qu'on connaît déjà très bien, si tu veux. Donc tu peux en citer certains d'ailleurs. On peut les citer parce que c'est pas... Enfin, s'ils sont connus, je sais pas, dans l'écosystème aussi. Oui, il y a Richard Détente, je crois qu'il l'avait dit. De Grand Angle. De Grand Angle. Il y a Jean-François Faure, qui est le président du groupe Au Coffre, qui est un des leaders dans la vente et la fabrication d'or, tu vois, et la conservation d'or. Il y a Samy Schlagou de Cross the Age, un mec qui n'est pas connu dans l'écosystème, qui dirige un gros cabinet de conseil à Paris. Les deux autres sous SPV, je pense pas qu'on puisse les citer. Okay. Et il y a Kima aussi. Ok. Donc voilà. Très clair. Thibaut, merci beaucoup. Est-ce que tu partageais un dernier... c'est un peu le moment carte blanche, tu vois, quelque chose que tu veux partager pour la fin? Ouais. Je sais pas, une pensée ou une conviction que tu as sur le marché ou quelque chose des convictions sur le marché, j'en ai beaucoup. Vas-y, c'est le moment. Non, mais j'ai beaucoup de convictions sur le marché global. Après, je suis convaincu de plus en plus que ça va prendre de la place. Par contre, plus on avance et plus c'est compliqué de savoir la manière dont ça va prendre place. Et il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps un truc que j'ai trouvé hyper vrai, hyper intéressant, c'est faut pas oublier que au début des années 2000, Amazon, c'est juste un site internet qui vend des livres. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur les standards blockchain, sur les projets de demain, et en fait, on a tellement peu de track record, et c'est pas parce qu'il y a des sociétés qui sont fortes aujourd'hui que ce sera les sociétés de demain, et donc il faut toujours aborder ça avec beaucoup de prudence et beaucoup de recul, et voilà. Et par contre, il faut pas hésiter à creuser, parce que ce qui est une certitude, c'est que cet écosystème va prendre de la place demain. On est encore, même si ça avance beaucoup, on est encore au début, donc il y a des places hyper intéressantes à prendre. Il y a beaucoup de documentation aujourd'hui, donc c'est assez facile de monter en compétence et de se renseigner. Faut pas hésiter à tester des choses. Plus on avance, plus c'est compliqué. Tu vois, moi, avec la position que j'ai aujourd'hui et par rapport à toutes les responsabilités, tout l'agenda, etc., tu as moins le temps de mettre les mains dedans. Donc, tu as des équipes qui le font plus pour toi, mais des fois, c'est un peu frustrant. Donc, il faut pas hésiter à le faire au départ, parce que c'est comme ça que tu restes proche du marché, et c'est comme ça que tu comprends réellement comment ça fonctionne, quoi. Quand tu dis mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans la DeFi, tester les derniers Exactement, protocoles. Tester les nouveaux protocoles qui sortent, faire de la veille constante, ces trucs-là et tout. Donc, tu vois, moi, je le fais aujourd'hui plus en surface parce que on connaît plein de monde, donc je parle tout le temps. 50 conversations WhatsApp par jour avec plein de gens de l'écosystème sur différents sujets et tout. Donc, t'es toujours bien à jour. Mais moi, ma position fait que elle va plus être sur des sujets long terme, stratégiques, sur la recommandation, etc. Moins forcément sur des points techniques. Donc on a plein de gens qui le font en interne, donc tu le fais un peu à travers eux. Mais c'est vrai que ça, c'est des trucs qui manquent un petit peu, et qui sont hyper précieuses pour rester à jour sur le marché. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, toi, si il n'y avait pas Meria, là, ce serait quoi le projet sur lequel, le projet que tu aurais lancé, tu te dis, ça c'est une bonne idée. Que j'aurais lancé, je sais pas. Après, moi, je suis un grand fan de sport, donc tu vois, moi, les
les Chili's ou les Sora ou les trucs comme ça, c'est des projets que j'aime beaucoup parce que ça touche à un monde qui est ce que j'aime au plus profond de moi. Okay. Mais pour le coup, pour rien de monde, je change ma place. Hein. T'as bien raison. Thibaut, merci beaucoup, c'était cool. Merci à toi.